à la ressourcerie de l'écrivain. On se retrouve pour une série de vidéos sur les trappeurs de l'Arkansas de Gustave Aimard. Très rapidement, Gustave Aimard, c'est un auteur très prolifique qui a une biographie plutôt... il a vraiment une vie qui sort de l'ordinaire, mais j'en parlerai pas forcément dans le vlog lecture du prologue. Là, donc dans ce vlog lecture-là, j'en parlerai plus tard parce que le prologue est assez gros. Mais c'est un homme qui a énormément voyagé et très jeune et seul parce qu'il s'est enfui à l'âge de 8-9 ans et s'est engagé comme mousse sur un bateau. Il a beaucoup voyagé en Amérique et en Amérique latine et il est né et mort à Paris. Donc il est né à Paris en 1818 et il y est mort en 1883. C'est un auteur qui est très 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 prolifique. On est vraiment sur des récits d'aventure. C'est possible qu'il y ait des traces de racisme parce que c'est 19e siècle, en gros résumé. C'est possible également qu'il y ait des traces de sexisme aussi parce que 19e siècle. Donc on verra. On verra. Tout ça pour vous dire que Les trappeurs de l'Arkansas, c'est un livre qui a été préfacé par Amyot en 1858 et qui est sorti chez Fayard en 1887. C'est un livre qui n'est pas si gros que ça, mais je vous dirai en fin de vidéo combien de temps à peu près ça va prendre. Et on est vraiment sur le pur récit d'aventure où c'est les cow-boys, les indiens, les gauchos et c'est vraiment l'aventure. Donc j'espère que c'est quelque chose qui va vous plaire. Moi, ce livre-là m'intéressait parce que justement l'écrivain m'intéresse, vu la vie qu'il a menée. C'est un Jack London, mais version peut-être encore plus misérable et peut-être plus trash aussi, je sais pas exactement. On verra. Donc, à tout de suite pour la lecture de la préface puis du prologue des Trappeurs de l'Arkansas et on se retrouve à la fin de la vidéo pour un vlog lecture. À tout de suite, bonne écoute. Les Trappeurs de l'Arkansas par Gustave Aimard. Dédicace à Monsieur C.V. Damoreau, mon beau-père et mon meilleur ami. Gustave Aimard. Note de la première édition par Amyot. On a beaucoup écrit sur l'Amérique. Bon nombre d'auteurs d'un talent incontestable ont entrepris la tâche difficile de faire connaître ces savanes immenses, peuplées de tribus féroces et inaccessibles à la civilisation. Mais peu d'entre eux ont réussi, faute d'une connaissance approfondie des pays qu'ils voulaient décrire et des peuples dont ils prétendaient faire connaître les mœurs. Monsieur Gustave Aimard a été plus heureux que ses devanciers. Séparé pendant de longues années du monde civilisé, il a vécu de la vie du nomade au milieu des prairies, côte à côte avec les Indiens, fils adoptif d'une de leurs puissantes nations, partageant leurs dangers et leurs combats, les accompagnant partout, le rifle d'une main et le machette de l'autre. Cette existence, toute de lutte et d'impossibilités vaincues, a des charmes inouïs que ceux-là seuls qui l'ont expérimenté peuvent comprendre. L'homme grandit dans le désert, seul, face à face avec Dieu, l'œil et l'oreille au guet, le doigt sur la détente de sa carabine, entouré d'ennemis de toutes sortes, indiens et bêtes fauves, qui, tapis dans les buissons, au fond des ravins ou au sommet des arbres, épient le moment de fondre sur lui pour en faire leur proie. Il se sent réellement le roi de la création qu'il domine de toute la hauteur de son intelligence et de son intrépidité. Cette fiévreuse existence aux péripéties étranges, jamais les mêmes, a été pendant plus de 15 ans celle de monsieur Aimard. Chasseur intrépide, il a poursuivi les bisons avec les Sioux et les pieds noirs des prairies de l'Ouest. Perdu dans le Del Norte, ce désert de sable mouvant qui a englouti tant de victimes, il a erré près d'un mois, en proie aux horreurs de la faim, de la soif et de la fièvre. 2 fois, il a été attaché par les Apaches au poteau de torture. Esclave des Patagons du détroit de Magellan pendant 14 mois, en but au plus cruel traitement, il échappe par miracle à ses persécuteurs. Il a traversé seul les pampas de Buenos Aires à San Luis de Mendoza, sans crainte des panthères et des jaguars, des Indiens et des gauchos. Poussé par un caprice insensé, il veut approfondir les mystères des forêts vierges du Brésil et les explore dans leur plus grande largeur malgré les hordes féroces qui les habitent.
Tour à tour squatteur, chasseur, trappeur, partisan, gambusino ou mineur, il a parcouru l'Amérique, depuis les sommets les plus élevés des cordillères jusqu'aux rives de l'océan, vivant au jour le jour, heureux du présent, sans souci du lendemain, enfant perdu de la civilisation. Ce ne sont donc pas des romans que M. Aymar écrit aujourd'hui. C'est sa vie qu'il raconte, ses espoirs déçus, ses courses aventureuses. Les mœurs qu'il décrit ont été les siennes, les Indiens dont il parle, il les a connus. En un mot, il a vu, il a vécu, il a souffert avec les personnages de ses récits. Nul donc mieux que lui n'était en état de soulever le voile qui cache les habitudes étranges des Indiens des Pampas et des hordes nomades qui sillonnent dans tous les sens les vastes déserts de l'Amérique. Prologue. Le maudit. Chapitre 1. Hermosillo. Le voyageur qui pour la première fois débarque dans l'Amérique du Sud éprouve malgré lui un sentiment de tristesse indéfinissable. En effet, l'histoire du Nouveau Monde n'est qu'un lamentable martyrologe, dans lequel le fanatisme et la cupidité marchent continuellement côte à côte. La recherche de l'or fut l'origine de la découverte du Nouveau Monde. Cet or, une fois trouvé, l'Amérique ne fut plus pour ses conquérants qu'une étape où ces avides aventuriers venaient, un poignard d'une main et un crucifix de l'autre, recueillir une ample moisson de ce métal si ardemment convoité, après quoi ils s'en retournaient dans leur patrie, faire étalage de leurs richesses et provoquer par le luxe effréné qu'ils déployaient de nouvelles émigrations. C'est à ce déplacement continuel qu'il faut attribuer, en Amérique, l'absence de ces grands monuments, sorte d'assise fondamentale de toute colonie qui s'implante dans un pays nouveau pour y perpétuer sa race. Ce vaste continent, qui pendant 3 siècles a été la paisible possession des Espagnols, parcourez-le aujourd'hui. C'est à peine si de loin en loin quelques ruines sans nom y rappellent leur passage, tandis que les monuments élevés bien des siècles avant la découverte, par les Aztèques et les Incas, sont encore debout dans leur majestueuse simplicité, comme un témoignage impérissable de leur présence dans la contrée et de leurs efforts vers la civilisation. Hélas, que sont devenues aujourd'hui ces glorieuses conquêtes enviées par l'Europe entière, où le sang des bourreaux s'est confondu avec le sang des victimes, au profit de cette autre nation si fière alors de ses vaillants capitaines, de son territoire fertile et de son commerce qui embrassait le monde entier. Le temps a marché, et l'Amérique méridionale expie à l'heure qu'il est les crimes qu'elle a fait commettre. Déchirée par des factions qui se disputent un pouvoir éphémère, opprimée par des oligarchies ruineuses, désertée par les étrangers qui se sont engraissés de sa substance, elle s'affaisse lentement sous le poids de son inertie, sans avoir la force de soulever le linceul de plomb qui l'étouffe, pour ne se réveiller qu'au jour où une race nouvelle, pure d'homicide et se gouvernant d'après les lois de Dieu, lui apportera le travail et la liberté qui sont la vie des peuples. En un mot, la race hispano-américaine s'est perpétuée dans les domaines qui lui ont été légués par ses ancêtres, sans en étendre les bornes. Son héroïsme s'est éteint dans la tombe de Charles Quint, et elle n'a conservé de la mère patrie que ses mœurs hospitalières, son intolérance religieuse, ses moines, ses guitarreros et ses mendiants armés d'escopettes. De tous les États qui forment la vaste confédération mexicaine, l'État de Sonora est le seul qui, à cause de ses luttes avec les tribus indiennes qui l'entourent et de ses frottements continuels avec ses peuplades, ait conservé une physionomie à part. Les mœurs de ses habitants ont une certaine allure sauvage, qui les distingue au premier coup d'œil de ceux des provinces intérieures. Le Rio Gila peut être considéré comme la limite septentrionale de cet État. De l'est à l'ouest, il est resserré entre la Sierra Madre et le golfe de Californie. La Sierra Madre, derrière Durango, se partage en 2 branches. La principale continue la grande direction, courant du nord au sud, l'autre tourne vers l'ouest, longeant derrière les États de Durango et de Guadalajara, toutes les régions qui vont finir vers le Pacifique. Cette branche des cordillères forme les limites méridionales de la Sonora. La nature semble, comme à plaisir, avoir prodigué ses bienfaits à pleine main dans ce pays. Le climat est riant, tempéré, salubre. L'or, l'argent, la terre la plus féconde, les fruits les plus délicieux, les herbes médicinales y abondent.
On y trouve les baumes les plus efficaces, les insectes les plus utiles pour la teinture, les marbres les plus rares, les pierres les plus précieuses, le gibier, les poissons de toutes sortes. Mais aussi, dans les vastes solitudes de Rio Gila et de la Sierra Madre, les Indiens indépendants, Comanches, Pawnees, Pimas, Opatas et Apaches ont déclaré une rude guerre à la race blanche, et dans leurs courses implacables et incessantes, lui font chèrement payer la possession de toutes ces richesses dont ses ancêtres les ont dépouillées et qu'ils revendiquent sans cesse. Les 3 principales villes de la Sonora sont Guaymas, Hermosillo et Arizpe. Hermosillo, anciennement le Pitich, et que l'expédition du comte de Raousset Boulbon a rendu célèbre, est l'entrepôt du commerce mexicain dans le Pacifique et compte plus de 9000 habitants. Cette ville, bâtie sur un plateau qui s'abaisse dans la direction du nord-ouest en pente douce jusqu'à la mer, s'appuie et s'abrite frileusement contre une colline nommée El Cerro de la Campana, montagne de la cloche, dont le sommet est couronné d'énormes blocs de pierre qui, lorsqu'on les touche, rendent un son clair et métallique. Du reste, comme ses autres sœurs américaines, cette ciudad est sale, bâtie en pisé et présente aux yeux étonnés du voyageur un mélange de ruines, d'incurie et de désolation qui attriste l'âme. Le jour où commence ce récit, c'est-à-dire le 17 janvier 1817, entre 3 et 4 heures de l'après-midi, moment où d'ordinaire la population fait la siesta, retirée au fond de ses demeures, la ville d'Hermosillo, si calme et si tranquille d'ordinaire, offrait un aspect étrange. Une foule de léperos, de gambusinos, de contrebandiers et surtout de rateros pressait avec des cris, des menaces et des hurlements son nom dans la calle del Rosario, rue du Rosaire. Quelques soldats espagnols, le Mexique à cette époque n'avait pas encore secoué le joug de la métropole, cherchaient en vain à rétablir l'ordre et à dissiper la foule, frappant à tort et à travers à grands coups de bois de lance sur les individus qui se trouvaient devant eux. Mais le tumulte, loin de diminuer, allait au contraire toujours croissant. Les Indiens Yaquis, surtout, mêlés à la foule, criaient et gesticulaient d'une façon réellement effrayante. Les fenêtres de toutes les maisons regorgeaient de têtes d'hommes et de femmes, qui, le regard fixé du côté du Cerro de la Campana, du pied duquel s'élevaient d'épais nuages de fumée en tourbillonnant vers le ciel, semblaient être dans l'attente d'un événement extraordinaire. Tout à coup, de grands cris se firent entendre, la foule se fendit en deux, comme une grenade trop mûre. Chacun se jeta de côté avec les marques de la plus grande frayeur, et un jeune homme, un enfant plutôt, car il avait à peine 16 ans, apparut, emporté comme dans un tourbillon par le galop furieux d'un cheval à demi sauvage. « Arrêtez-le » criaient les uns. « Lassez-le » vociféraient les autres. « Valgame Dios !»« Valgame Dios » murmuraient les femmes en se signant. « C'est le démon lui-même. » Mais chacun, loin de songer à l'arrêter, l'évitait au plus vite. Le hardi garçon continuait sa course rapide, un sourire railleur aux lèvres, le visage enflammé, l'œil étincelant et distribuant à droite et à gauche de rudes coups de chicote à ceux qui se hasardaient trop près de lui, ou que leur mauvais destin empêchait de s'éloigner aussi vite qu'ils l'auraient voulu. « Hé hé, Caspita !» fit l'enfant, lorsque le frôla en passant un vaquero à la face stupide et aux membres athlétiques. « Au diable soit le fou qui a manqué me renverser !»« Eh mais... » ajouta-t-il, après avoir jeté un regard sur le jeune homme. « Je ne me trompe pas, c'est Raphaël, le fils de mon compère. Attends un peu, Picaro !» Tout en faisant cet aparté entre ses dents, le vaquero déroula le lasso qu'il portait, attaché à sa ceinture, et se mit à courir dans la direction du cavalier. La foule, qui comprit son intention, applaudit avec enthousiasme. « Ne le manque pas, Cornejo !» appuyèrent des vaqueros en battant des mains. Cornejo, puisque nous savons le nom de cet intéressant personnage, se rapprochait insensiblement de l'enfant, devant lequel les obstacles se multipliaient de plus en plus. Averti du péril qui le menaçait par les cris des assistants, le cavalier tourna la tête. Alors, il vit le vaquero. Une pâleur livide couvrit son visage. Il comprit qu'il était perdu. « Laisse-moi me sauver, Cornejo !» lui cria-t-il, avec des larmes dans la voix. « Non, non !» hurla la foule. « Lassez-le, lassez-le !» La populace prenait goût à cette chasse à l'homme,
Elle craignait de se voir frustrée du spectacle qui l'intéressait à un si haut point. « Rends-toi !» répondit le géant, « ou sinon, je t'en avertis, je te laisse comme un cibotto. »« Je ne me rendrai pas !» dit l'enfant avec résolution. Les deux interlocuteurs couraient toujours, l'un à pied, l'autre à cheval. La foule suivait en hurlant de plaisir. Les masses sont ainsi partout, barbares et sans pitié. « Laisse-moi, te dis-je, reprit l'enfant, ou je te jure, sur les âmes bénies du purgatoire, qu'il t'arrivera malheur. » Le vaquero ricana et fit tournoyer son lasso autour de sa tête. « Prends garde, Raphaël, dit-il. Pour la dernière fois, veux-tu te rendre ? » Non, 1000 fois non, cria l'enfant avec rage. À la grâce de Dieu, alors, fit le vaquero. Le lasso siffla et partit. Mais il se passa une chose étrange. Raphaël arrêta court son cheval comme s'il eût été changé en un bloc de granit, et s'élançant de la selle, il bondit comme un jaguar sur le géant que le choc renversa sur le sable, et avant que personne pût s'y opposer, il lui plongea dans la gorge le couteau que les Mexicains portent toujours à la ceinture. Un long flot de sang jaillit au visage de l'enfant. Le vaquero se tordit quelques secondes, puis resta immobile. Il était mort. La foule poussa un cri d'horreur et d'épouvante. Prompte comme l'éclair, l'enfant s'était remis en selle et avait recommencé sa course désespérée, en brandissant son couteau et en riant d'un rire de démon. Lorsqu'après le premier moment de stupeur passé, on voulut se mettre à la poursuite du meurtrier, il avait disparu. Nul ne put dire de quel côté il avait passé. Comme toujours en pareille circonstance, le juez de letras, juge criminel flanqué d'une nuée d'alguazils déguenillés, arriva sur le lieu du meurtre lorsqu'il était trop tard. Le juez de letras, Don Inigo Tormentos Albaceite, était un homme de quelque 50 ans, petit et replé, à la face apoplectique, qui prenait du tabac d'Espagne dans une boîte d'or enrichie de diamants, et cachait sous une apparente bonhomie une avarice profonde, doublée d'une finesse extrême et d'un sang-froid que rien ne pouvait émouvoir. Contrairement à ce qu'on aurait pu supposer, le digne magistrat ne parut pas le moins du monde déconcerté de la fuite de l'assassin. Il secoua la tête 2 ou 3 fois, jeta un regard circulaire sur la foule, et clignant son petit œil gris, « Pauvre Cornejo, dit-il, en se bourrant philosophiquement le nez de tabac. Cela devait lui arriver un jour ou l'autre. »« Oui, dit un lepero, il a été proprement tué. »« C'est ce que je pensais, reprit le juge. Celui qui a fait le coup s'y connaît. C'est un gaillard qui en a l'habitude. »« Ah ben oui, répondit le lepero en haussant les épaules. C'est un enfant. »« Bah, fit le juge, avec un feint étonnement et en lançant un regard en dessous à son interlocuteur. Un enfant. À peu près, dit le lepero, fier d'être ainsi écouté. C'est Raphaël, le fils aîné de Don Ramon. Tiens, dit le juge, avec une secrète satisfaction. Mais non, reprit-il, ce n'est pas possible. Raphaël n'a que 16 ans tout au plus. Il n'aurait pas été se prendre de querelle avec Cornejo, qui, rien qu'en lui serrant le bras, en aurait eu raison. C'est cependant ainsi. Excellence, nous l'avons tous vu. Raphaël avait joué au Monte chez Don Aguilar. Il paraît que la chance ne lui était pas favorable. Il perdit tout ce qu'il avait d'argent. Alors la rage le prit, et pour se venger, il mit le feu à la maison. « Caspita !» fit le juge. « C'est comme j'ai l'honneur de vous le dire, Excellence. Regardez, on voit encore la fumée, quoique la maison soit déjà en cendres. »« En effet, » fit le juge, en jetant un regard du côté que lui indiquait le lepero. « Et ensuite ?»« Ensuite, » continua l'autre, « naturellement il voulut se sauver. Cornejo essaya de l'arrêter. Il avait raison. Il avait tort, puisque Raphaël l'a tué. C'est juste, dit le juge. Mais soyez tranquilles, mes amis. La justice le vengera. Cette parole fut accueillie par les assistants, avec un sourire de doute. Le magistrat, sans s'occuper de l'impression produite par ces paroles, ordonna à ses acolytes qui déjà avaient fouillé et dépouillé le défunt, de l'enlever et de le transporter sous le porche de l'église voisine. Puis il rentra dans sa maison, en se frottant les mains d'un air satisfait. Le juge revêtit un habit de voyage, passa une paire de pistolets à sa ceinture, attacha une longue épée à son côté, et après avoir dîné légèrement, il sortit.
10 alguazils armés jusqu'aux dents et montés sur de forts chevaux l'attendaient à la porte. Un domestique tenait en bride un magnifique cheval noir qui piétinait et rongeait son frein avec impatience. Don Inigo se mit en selle, se plaça en tête de ses hommes, et la troupe s'ébranla au petit trot. « Hé hé !» disaient les curieux, qui stationnaient aux environs sur le pas des portes. « Le roi Salbaceite se rend chez Don Ramon Garillas. Nous aurons demain du nouveau. »« Caspita !» répondaient d'autres. « Son picaro de fils n'aura pas volé la corde qui servira à le pendre. » Fit un lépéro, avec un sourire de regret. Ce serait malheureux. Le gaillard promet sur ma parole. Sa cuchillada à Cornejo est magnifique. Le pauvre diable a été proprement coupé. Cependant, le juge continuait toujours sa route, rendant avec la plus grande ponctualité des saluts dont on l'accablait sur son passage. Bientôt, il fut dans la campagne. Alors, s'enveloppant dans son manteau. « Les armes sont-elles chargées ?» demanda-t-il. « Oui, Excellence, » répondit le chef des alguazils. « Bien. À l'hacienda de Don Ramos Garillas. Et bon pas. Tâchons d'arriver avant la nuit. » La troupe partit au galop. Chapitre 2. L'Hacienda del Milagro. Les environs d'Hermosillo sont de véritables déserts. Le chemin qui conduit de cette ville à l'Hacienda del Milagro, la ferme du miracle, est des plus tristes et des plus arides. L'on ne voit, à de rares intervalles, que des arbres à bois de fer, des gommiers, des arbres du Pérou aux grappes rouges et pimentées, des nopals et des cactus, seuls arbres qui peuvent croître dans un terrain calciné par les rayons incandescents d'un soleil perpendiculaire. De loin en loin, apparaissent comme une amère dérision les longues perches des citernes ayant un seau de cuir tordu et racorni à une extrémité et à l'autre des pierres attachées par des lanières. Mais les citernes sont taries et le fond n'est plus qu'une croûte noire et vaseuse dans laquelle une myriade d'animaux immondes prennent leurs ébats. Des tourbillons d'une poussière fine et impalpable, soulevés par le moindre souffle d'air, saisissent à la gorge le voyageur haletant, et sous chaque brin d'herbe desséchée, les cigales appellent avec fureur la rosée bienfaisante de la nuit. Cependant, lorsqu'avec des peines extrêmes, on a fait 6 lieues dans ces solitudes embrasées, l'œil se repose avec délice sur une splendide oasis qui semble tout à coup surgir du sein des sables. Cet Éden est l'Hacienda del Milagro. Au moment où se passe notre histoire, cette hacienda, l'une des plus riches et des plus vastes de la province, se composait d'un corps de logis élevé de 2 étages, bâti en tapia et en adoves, avec un toit en terrasse, fait en roseaux recouverts de terre battue. On arrivait à l'hacienda par une immense cour, dont l'entrée en forme de portique voûté était garnie de fortes portes battantes avec une poterne d'un côté. 4 chambres complétaient la façade. Les croisées avaient des grilles de fer dorées, et dans l'intérieur des volets. Elles étaient vitrées, luxe inouï dans ce pays à cette époque. Sur chaque côté de la cour ou patio se trouvaient les communs pour les peones, les enfants, etc. Le rez-de-chaussée du corps de logis principal se composait de 3 pièces, une espèce de grand vestibule meublé de fauteuils antiques et de canapés recouverts en cuir gaufré de cordou, d'une grande table de nopal et de quelques tabourets. Sur les murs étaient accrochés dans des cadres dorés plusieurs vieux portraits de grandeur nature, représentant des membres de la famille. Les charpentes du plafond, laissées en relief, étaient décorées d'une profusion de sculptures. 2 portes battantes s'ouvraient dans le salon. Le côté qui était en face du patio s'élevait d'un pied environ au-dessus du reste du plancher. Il était couvert d'un tapis, avec un rang de tabourets bas, sculptés curieusement, garnis de velours cramoisi avec des coussins pour mettre les pieds. Il y avait aussi une petite table carrée de 18 pouces de haut, servant de table à ouvrage. Cette portion du salon est réservée aux dames qui s'y assoient les jambes croisées à la mauresque. De l'autre côté du salon se trouvaient des chaises recouvertes avec la même étoffe que les tabourets et les coussins. En face de l'entrée du salon s'ouvrait la principale chambre à coucher, avec une alcôve à l'extrémité d'une estrade sur laquelle était placé un lit de parade, orné d'une infinité de dorures et de rideaux de brocart avec des galons et des franges d'or et d'argent. Les draps et les taies d'oreiller étaient de la plus belle toile et bordés d'une large dentelle.
Derrière le principal corps de logis se trouvait un second patio où étaient placées les cuisines et le corral. Après cette cour venait un immense jardin, fermé de murs et de plus de 100 perches de profondeur, dessiné à l'anglaise et renfermant les arbres et les plantes les plus exotiques. L'hacienda était en fête. C'était l'époque de la matanza del ganado, abattage des bestiaux. Les péons avaient formé à quelques pas de l'hacienda un enclos, dans lequel, après avoir fait entrer les bestiaux, ils séparaient les maigres d'avec les gras, que l'on faisait sortir un à un de l'enceinte. Un vaquero armé d'un instrument tranchant de la forme d'un croissant, garni de pointes placées à la distance d'un pied, embusqué à la porte de l'enclos, coupait avec une adresse infinie les jarrets de derrière des pauvres bêtes, au fur et à mesure qu'elles passaient devant lui. Si par hasard il manquait son coup, ce qui était rare, un second vaquero à cheval suivait l'animal au grand galop, lui jetait le lasso autour des cornes et le maintenait jusqu'à ce que le premier lui eût coupé les jarrets. Nonchalamment appuyé contre le portique de l'hacienda, un homme d'une quarantaine d'années, revêtu d'un riche costume de gentilhomme fermier, les épaules recouvertes d'un sarapé aux brillantes couleurs, et la tête garantie des derniers rayons du soleil couchant par un fin chapeau de paille de Panama d'au moins 500 piastres, semblait présider à cette scène tout en fumant une cigarette de maïs. C'était un cavalier de haute mine, à la taille élancée, fine, cambrée et parfaitement proportionnée. Les traits de son visage, bien dessinés, aux lignes fermes et arrêtées, dénotaient la loyauté, le courage et surtout une volonté de faire. Ses grands yeux noirs, ombragés par d'épais sourcils, étaient d'une douceur sans égale. Mais lorsqu'une contrariété un peu vive colorait son teint bruni d'un reflet rougeâtre, son regard prenait une fixité et une force que nul ne pouvait supporter, et qui faisait hésiter et trembler les plus braves. La finesse des extrémités et plus que tout le cachet d'aristocratie empreint sur sa personne dénotait au premier coup d'œil que cet homme était de pure et noble race castillane. En effet, ce personnage était don Ramón Garcías de Saavedra, le propriétaire de l'hacienda del Milagro que nous venons de décrire. Don Ramón Garcías descendait d'une famille espagnole dont le chef avait été un des principaux lieutenants de Cortés et s'était établi au Mexique après la miraculeuse conquête de cet aventurier de génie. Jouissant d'une fortune princière, mais repoussée à cause de son mariage avec une femme de race aztèque mêlée par les autorités espagnoles, il s'était adonné tout entier à la culture de ses terres et à l'amélioration de ses vastes domaines. Après 17 ans de mariage, il se trouvait chef d'une nombreuse famille composée de 6 garçons et de 3 filles. En tout, 9 enfants, dont Raphaël, celui que nous avons vu si lestement tuer le vaquero, était l'aîné. Le mariage de Don Ramón et de Doña Jesucita n'avait été qu'un mariage de convenance, contracté du point de vue seul de la fortune, mais qui pourtant les rendait comparativement heureux. Nous disons comparativement, parce que la jeune fille n'étant sortie du couvent que pour se marier, l'amour n'avait jamais existé entre eux, mais avait été remplacé par une tendre et sincère affection. Doña Jesucita passait son temps dans les soins que nécessitaient ses enfants, au milieu de ces femmes indiennes. De son côté, son mari, complètement absorbé par les devoirs de sa vie de gentilhomme fermier, restait presque toujours avec ses vaqueros, ses péons et ses chasseurs, ne voyant sa femme que pendant quelques minutes aux heures des repas, et restant parfois des mois entiers absent pour une partie de chasse sur les bords du Rio Gela. Cependant, nous devons ajouter que, absent ou présent, Don Ramón veillait avec le plus grand soin à ce que rien ne manquât au bien-être de sa femme, et à ce que ses moindres caprices fussent satisfaits, n'épargnant ni l'argent ni les peines pour lui procurer ce qu'elle paraissait désirer. Doña Jesucita était douée d'une beauté ravissante et d'une douceur angélique. Elle semblait avoir accepté, sinon avec joie, du moins sans trop de peine, le genre de vie auquel son mari l'avait obligée à se plier, mais dans les profondeurs de son grand œil noir languissant, dans la pâleur de ses traits et surtout dans le nuage de tristesse qui obscurcissait continuellement son beau front d'une blancheur mate, il était facile de deviner qu'une âme ardente était renfermée dans cette séduisante statue, et que ce cœur qui s'ignorait soi-même avait tourné toutes ses pensées vers ses enfants, qu'elle s'était mise à adorer de toutes les forces virginales de l'amour maternel, le plus beau et le plus saint de tous. Pour Don Ramón,
toujours bon et prévenant pour sa femme, qu'il ne s'était jamais donné la peine d'étudier, il avait le droit de la croire la plus heureuse créature du monde, et elle l'était en effet, depuis que Dieu l'avait rendue mère. Le soleil était couché depuis quelques instants. Le ciel perdait peu à peu sa teinte pourprée et s'assombrissait de plus en plus. Quelques étoiles commençaient déjà à scintiller sur la voûte céleste, et le vent du soir se levait avec une force qui présageait pour la nuit un de ces orages terribles, comme ces régions en voient souvent éclater. Le mayoral, après avoir fait renfermer avec soin le reste du ganado dans l'enclos, rassembla les vaqueros et péons, et tous se dirigèrent vers l'hacienda, où la cloche du souper les avertissait que l'heure du repos était enfin venue. Lorsque le majordome passa le dernier en le saluant devant son maître, « Eh bien, lui demanda celui-ci, « Noé Subio, combien de têtes avons-nous cette année ?»« 450, mi amo, mon maître, » répondit le mayoral. Grand homme sec et maigre, à la tête grisonnante et au visage tanné comme un morceau de cuir, en arrêtant son cheval et ôtant son chapeau. C'est-à-dire 75 têtes de plus que l'an passé. Nos voisins les jaguars et les apaches ne nous ont pas causé de grands dommages cette saison. Grâce à vous, no Eusebio, répondit Don Ramon. Votre vigilance a été extrême. Je saurai vous en récompenser. Ma meilleure récompense est la bonne parole que votre seigneurie vient de me dire, répondit le mayoral, dont le rude visage s'éclaira d'un sourire de satisfaction. Ne dois-je pas veiller sur ce qui vous appartient avec le même soin que si tout était à moi ? Merci, reprit le gentilhomme avec émotion, en serrant la main de son serviteur. Je sais que vous m'êtes dévoué. À la vie et à la mort, mon maître. Ma mère vous a nourri de son lait. Je suis à vous et à votre famille. Allons, allons, Noé Eusebio, dit gaiement l'hacendero. Le souper est prêt. La señora de tête à table. Ne la laissons pas nous attendre plus longtemps. Sur ce, tous deux entrèrent dans le patio et No Eusebio, ainsi que Don Ramon l'avait nommé, se prépara, comme il le faisait chaque soir, à fermer les portes. Pendant ce temps, Don Ramon entra dans la salle à manger de l'hacienda, où tous les vaqueros et les péons étaient réunis. Cette salle à manger était meublée d'une immense table qui en tenait tout le centre. Autour de cette table, il y avait des bancs de bois garnis de cuir et 2 fauteuils sculptés destinés à Don Ramon et à la señora. Derrière les fauteuils, un Christ en ivoire de 4 pieds de haut pendait au mur entre 2 tableaux représentant l'un Jésus au jardin des Oliviers, l'autre le Sermon sur la montagne. Ça et là, accrochés le long des murailles blanchies à la chaux, grimaçaient des têtes de jaguars, de buffles ou d'élands, tués à la chasse par l'hacendero. La table était abondamment servie de laoua, potage épais fait de farine de maïs cuite avec de la viande, de puchero ou olla podrida et de pépion. De distance en distance, il y avait des bouteilles de mezcal et des carafes d'eau. Sur un signe de l'hacendero, le repas commença. Bientôt, l'orage qui menaçait éclata avec fureur. La pluie tombait à torrents. À chaque seconde, des éclairs livides faisaient pâlir les lumières, précédant les éclats formidables de la foudre. Vers la fin du repas, l'ouragan acquit une force telle que le tumulte des éléments conjurés couvrit le bruit des conversations. Le tonnerre éclata avec une force épouvantable. Un tourbillon de vent s'engouffra dans la salle en défonçant une fenêtre. Toutes les lumières s'éteignirent, les assistants se signèrent avec crainte. En ce moment, la cloche placée à la porte de l'hacienda retentit avec un bruit convulsif, et une voix qui n'avait rien d'humain cria à 2 reprises différentes. « À moi! À moi !» « Sang du Christ !» s'écria Don Ramon, en s'élançant hors de la salle. « On dégorge quelqu'un dans la plaine !» 2 coups de feu retentirent presque en même temps. Un cri d'agonie traversa l'espace, et tout retomba dans un silence sinistre. Tout à coup, un éclair blafard sillonna l'obscurité, le tonnerre éclata avec un fracas horrible, et Don Ramon reparut sur le seuil de la porte, portant un homme évanoui dans ses bras. L'étranger fut déposé sur un siège, l'on s'empressa autour de lui. Le visage de cet homme, non plus que sa mise, n'avait rien d'extraordinaire. Cependant, en l'apercevant, Raphaël, le fils aîné de Don Ramon, ne put réprimer un geste d'effroi.
Son visage devint d'une pâleur livide. « Oh !» murmura-t-il à voix basse. « Le Juez de Letras !» C'était en effet le digne juge que nous avons vu sortir d'El Morcillo en si brillant équipage. Ses longs cheveux trempés de pluie tombaient sur sa poitrine, ses vêtements étaient en désordre, tachés de sang et déchirés en maints endroits. Sa main droite serrait convulsivement la crosse d'un pistolet déchargé. Don Ramón lui aussi avait reconnu le Juez de Letras. Il avait malgré lui lancé à son fils un regard que celui-ci n'avait pu supporter. Grâce aux soins intelligents qui lui furent prodigués par Doña Resucita et ses femmes, le juge ne tarda pas à revenir à lui. Il poussa un profond soupir, ouvrit des yeux hagards qu'il promena sur les assistants sans rien voir encore, et peu à peu reprit connaissance. Tout à coup, une vive rougeur colora son front si pâle une seconde auparavant. Son œil étincela. Dirigeant vers Raphaël un regard qui le cloua au sol, en proie à une terreur invincible, il se leva péniblement, et s'avançant vers le jeune homme qui le regardait venir, sans oser chercher à l'éviter, il lui posa rudement la main sur l'épaule, puis se tournant vers les péons terrifiés de cette scène étrange à laquelle il ne comprenait rien. « Moi, Don Iñigo, Tormentos d'Albaceite, dit-il d'une voix solennelle, Juez de Letras, de la ville d'Hermosillo, au nom du roi, j'arrête cet homme convaincu d'assassinat. Grâce s'écria Raphaël, en tombant à deux genoux et en joignant les mains avec désespoir. Malheur murmura la pauvre mère, en s'affaissant sur elle-même. Chapitre 3. Le jugement. Le lendemain, le soleil se leva splendide à l'horizon. L'orage de la nuit avait complètement nettoyé le ciel qui était d'un bleu mat. Les oiseaux gazouillaient, gaiement cachés sous la feuillée. Tout dans la nature avait repris son air de fête accoutumé. La cloche sonna joyeusement à l'Hacienda del Milagro. Les péons commencèrent à se disperser dans toutes les directions, les uns menant les chevaux au pasto, les autres conduisant les bestiaux dans les prairies artificielles, d'autres encore se rendant aux champs. Enfin, les derniers s'occupèrent dans le patio à traire les vaches et à réparer les dégâts causés par l'ouragan. Les seules traces qui restaient de la tempête de la nuit étaient deux magnifiques jaguars étendus morts à la porte de l'hacienda, non loin du cadavre d'un cheval à demi dévoré. No Eusebio, qui se promenait de long en large dans le patio en surveillant avec soin les occupations de chacun, fit retirer et nettoyer les riches harnais du cheval et ordonna qu'on enlevât la peau des jaguars, ce qui fut exécuté en un clin d'œil. Pourtant, No Eusebio était inquiet. Don Ramón, ordinairement le premier levé à l'hacienda, n'avait pas encore paru. Le soir précédent, à la suite de la foudroyante accusation lancée par le Juez de Letras contre le fils aîné de l'hacendero, celui-ci avait ordonné à ses serviteurs de se retirer, et après avoir lui-même, malgré les pleurs et les prières de sa femme, solidement garrotté son fils, il avait emmené Don Iñigo d'Albaceite dans une salle retirée de la ferme où tous deux étaient restés enfermés jusqu'à une heure fort avancée de la nuit. Que s'était-il passé dans cet entretien pendant lequel avait dû être arrêté le sort de Raphaël? Personne ne le savait. No Eusebio, pas plus que les autres. Puis, après avoir conduit Don Iñigo dans une chambre qu'il lui avait fait préparer, et lui avoir souhaité une bonne nuit, Don Ramón était allé rejoindre son fils, auprès duquel la pauvre mère pleurait toujours. Sans prononcer une parole, il avait pris l'enfant dans ses bras et l'avait emporté dans sa chambre à coucher, où il l'avait étendu sur le sol auprès de son lit. Ensuite, l'hacendero avait fermé la porte à clé, s'était couché, 2 pistolets à son chevet, et la nuit s'était écoulée ainsi, le père et le fils se lançant dans l'obscurité, des regards de bêtes fauves, et la pauvre mère agenouillée sur le seuil de cette chambre dont l'entrée lui était interdite, pleurant silencieusement sur son premier-né, qui, elle en avait le pressentiment terrible, allait lui être ravi pour toujours. Murmurait à part lui le mayoral, tout en mâchonnant, sans y songer, le bout de sa cigarette éteinte. Qu'est-ce que tout cela va devenir? Don Ramón n'est pas homme à pardonner. Il ne transigera pas avec son honneur. Abandonnera-t-il son fils à la justice? Oh non. Mais alors, que fera-t-il?
Le digne mayoral en était là de ses réflexions lorsque Don Inigo Albaceite et Don Ramon parurent dans le patio. Le visage des deux hommes était sévère, celui de l'hacendero surtout était sombre comme la nuit. « No Eusebio, dit Don Ramon d'une voix brève, faites sceller un cheval et préparez une escorte de 4 hommes pour conduire ce cavalier à Hermosillo. » Le mayoral s'inclina respectueusement et donna immédiatement les ordres nécessaires. « Je vous remercie 1000 fois, continua Don Ramon en s'adressant au juge. Vous sauvez l'honneur de ma maison. Ne me soyez pas si reconnaissant, Seigneur, répondit Don Inigo. Je vous jure que lorsque je suis sorti hier soir de la ville, je n'avais nullement l'intention de vous être agréable. L'hacendero fit un geste. Mettez-vous à ma place. Je suis juge criminel avant tout. On coupe une personne, un mauvais drôle, je vous le concède, mais un homme, quoique de la pire espèce. L'assassin est connu. Il traverse au galop la ville en plein soleil à la vue de tous, avec une effronterie incroyable. Que devais-je faire? Me mettre à sa poursuite? Je n'ai pas hésité. C'est vrai, murmura Don Ramon en baissant la tête. Et mal m'en a pris. Les coquins qui m'accompagnaient m'ont abandonné comme des poltrons, au plus fort de l'orage, pour se cacher je ne sais où. Pour comble de disgrâce, 2 jaguars, de magnifiques bêtes du reste, se sont lancés à ma poursuite. Ils me serraient de si près que je suis venu tomber comme une masse à votre porte. J'en ai tué un, c'est vrai, mais l'autre était bien près de me happer lorsque vous m'êtes venu en aide. Pouvais-je après cela arrêter le Fils de l'homme qui m'avait sauvé la vie au péril de la sienne? C'eût été agir avec la plus noire ingratitude. Merci, encore une fois. Mais non, nous sommes quittes, voilà tout. Je ne parle pas des quelques milliers de piastres que vous m'avez donnés, puisqu'ils serviront à fermer la bouche à mes loups cerviers. Seulement, croyez-moi, Don Ramon, surveillez votre fils. S'il retombait une autre fois dans mes mains, je ne sais pas comment je pourrais le sauver. Soyez tranquille, Don Inigo. Mon fils ne retombera plus dans vos mains. L'hacendero prononça ces paroles d'une voix tellement sombre que le juge se retourna en tressaillant. « Prenez garde à ce que vous allez faire, dit-il. « Oh, ne craignez rien, répondit Don Ramon. Seulement, comme je ne veux pas que mon fils monte sur un échafaud et traîne mon nom dans la boue, je saurai y mettre ordre. » En ce moment, on amena le cheval. Le juez de letras se mit en selle. « Allons. Adieu, Don Ramon, dit-il d'une voix indulgente. Soyez prudent. Ce jeune homme peut encore se corriger. Il a le sang vif, pas autre chose. Adieu, Don Inigo Albaceite, répondit l'hacendero d'un ton sec qui n'admettait pas de réplique. Le juge secoua la tête, et piquant des 2, il partit au grand trot, suivi de son escorte, après avoir fait un dernier geste d'adieu au fermier. Celui-ci le suivit des yeux, tant qu'il put l'apercevoir. Puis il rentra à grands pas dans l'hacienda. « No Eusebio, dit-il au mayoral. Sonnez la cloche pour réunir tous les péons ainsi que les autres serviteurs de l'hacienda. » Le mayoral, après avoir regardé son maître avec étonnement, se hâta d'exécuter l'ordre qu'il avait reçu. « Qu'est-ce que tout cela signifie ?» dit-il. Au bruit de la cloche, les employés de la ferme s'empressèrent d'accourir, ne sachant à quoi attribuer cette convocation extraordinaire. Ils furent bientôt réunis tous dans la grande salle qui servait de réfectoire. Le plus complet silence régnait parmi eux. Une angoisse secrète leur serrait le cœur. Ils avaient le pressentiment d'un événement terrible. Après quelques minutes d'attente, Donia Resucita entra, entourée de ses enfants, à l'exception de Raphaël, et fut prendre place sur une estrade préparée à l'un des bouts de la salle. Ses traits étaient pâles, ses yeux rougis montraient qu'elle avait pleuré. Don Ramon parut. Il avait revêtu un costume complet de velours noir, sans broderie, une lourde chaîne d'or pendait sur sa poitrine, un chapeau de feutre à large bord, orné d'une plume d'aigle, couvrait sa tête. Une longue épée à garde en fer bruni pendait à son côté gauche. Son front était chargé de rides, ses sourcils étaient froncés au-dessus de ses yeux noirs, qui semblaient lancer des éclairs. Un frisson de terreur parcourut les rangs de l'assemblée. Don Ramon Garillas avait revêtu son costume de justicier. Justice allait donc être faite, mais de qui? Lorsque Don Ramon eut pris place à la droite de sa femme, il fit un signe.
Le majoral sortit et rentra un instant après, suivi de Raphaël. Le jeune homme était nu-tête, il avait les mains attachées derrière le dos. Les yeux baissés, le visage pâle, il se plaça devant son père, qu'il salua respectueusement. À l'époque où se passe notre histoire, surtout dans les pays éloignés des centres et exposés aux continuelles incursions des Indiens, les chefs de famille avaient conservé dans toute sa pureté cette autorité patriarcale que les efforts de notre civilisation dépravée tendent de plus en plus à amoindrir et à faire disparaître. Un père était souverain dans sa maison. Ses jugements étaient sans appel et exécutés sans murmure et sans résistance. Les gens de la ferme connaissaient le caractère ferme et la volonté implacable de leur maître. Ils savaient qu'il ne pardonnait jamais, que son honneur lui était plus cher que la vie. Ce fut donc avec un sentiment de crainte indéfinissable qu'ils se préparèrent à assister au drame terrible qui allait se jouer devant eux, entre le père et le fils. Don Ramon se leva, promena un regard sombre sur l'assistance et jetant son chapeau à ses pieds. « Écoutez tous, dit-il, d'une voix brève et profondément accentuée. Je suis d'une vieille race chrétienne dont les ancêtres n'ont jamais failli. L'honneur a toujours dans ma maison été considéré comme le premier bien, cet honneur que mes aïeux m'ont transmis intact et que je me suis efforcé de conserver pur. Mon fils premier-né, l'héritier de mon nom, vient de le souiller d'une tache indélébile. Hier, à Hermosillo, à la suite d'une querelle dans un tripot, il a mis le feu à une maison au risque d'incendier toute la ville. Et comme un homme voulait s'opposer à sa fuite, il l'a tué d'un coup de poignard. Que penser d'un enfant qui, dans un âge aussi tendre, est doué de ses instincts de bête fauve? Justice doit être faite. Vive Dieu, je la ferai sévère. Après ces paroles, Don Ramon croisa les bras sur sa poitrine et sembla se recueillir. Nul n'osait hasarder un mot en faveur de l'accusé. Les fronts étaient baissés, les poitrines haletantes. Raphaël était aimé des serviteurs de son père, à cause de son intrépidité qui ne connaissait pas d'obstacles, de son adresse à manier un cheval et à se servir de toutes les armes, et plus que tout, pour la franchise et la bonté qui faisaient le fond de son caractère. Dans ce pays surtout, où la vie d'un homme est comptée pour si peu de choses, chacun était intérieurement disposé à excuser le jeune homme et à ne voir dans l'action qu'il avait commise que la chaleur du sang et l'emportement de la colère. Doña Resucita se leva. Toujours, elle avait sans murmurer courbé sous les volontés de son mari, que depuis de longues années elle était accoutumée à respecter. L'idée seule de lui résister l'effrayait et faisait courir un frisson dans ses veines. Mais toutes les forces aimantes de son âme s'étaient concentrées dans son cœur. Elle adorait ses enfants, Raphaël surtout, dont le caractère indomptable avait plus que les autres besoin des soins d'une mère. « Monsieur, dit-elle à son mari d'une voix pleine de larmes, songez que Raphaël est votre premier-né, que sa faute, quelque grave qu'elle est, ne doit pas cependant être inexcusable à vos yeux, que vous êtes son père, et que moi, fit-elle, en tombant à genoux et en joignant les mains en éclatant en sanglots. J'implore votre pitié. Grâce, monsieur, grâce pour mon fils. Don Ramon releva froidement sa femme, dont les pleurs inondaient le visage, et après l'avoir obligée à reprendre sa place sur son fauteuil, « C'est surtout comme père, dit-il, que mon cœur doit être sans pitié. Raphaël est un assassin et un incendiaire. Il n'est plus mon fils. » « Que prétendez-vous faire ?» s'écria Doña Resucita avec effroi. « Que vous importe, madame ?» répondit brusquement Don Ramon. « Le soin de mon honneur me regarde seul. Qu'il vous suffise de savoir que cette faute est la dernière que votre fils commettra. » Oh, fit-elle avec horreur. « Voulez-vous donc être son bourreau ?»« Je suis son juge, » répliqua l'implacable gentilhomme d'une voix terrible. « No Eusebio, préparez 2 chevaux. »« Mon Dieu !» s'écria la pauvre femme en se précipitant vers son fils qu'elle enlaça étroitement dans ses bras. « Nul ne viendra-t-il donc à mon secours ?» Tous les assistants étaient émus. Don Ramon lui-même ne put retenir une larme. « Oh !
s'écria la mère avec une joie folle. Il est sauvé! Dieu a amolli le cœur de cet homme de fer! Vous vous trompez, madame, interrompit Don Ramon en la repoussant brusquement en arrière. Votre fils n'est plus à moi. Il appartient à ma justice. Alors, fixant sur son fils un regard froid comme une lame d'acier, Don Raphaël, dit-il, d'une voix dont l'accent terrible fit malgré lui tressaillir le jeune homme. À compter de cet instant, vous ne faites plus partie de cette société que vos crimes ont épouvantée. C'est avec les bêtes fauves que je vous condamne à vivre et à mourir. À cet arrêt terrible, Doña Resucita fit quelques pas en chancelant et tomba à la renverse. Elle était évanouie. Raphaël, jusqu'à ce moment, avait à grand-peine renfermé dans son cœur les émotions qui l'agitaient. Mais à cette dernière péripétie, il ne put se contenir plus longtemps. Il s'élança vers sa mère en fondant en larmes et en poussant un cri déchirant. « Ma mère! Ma mère !»« Venez !» lui dit Don Ramon, en lui posant la main sur l'épaule. L'enfant s'arrêta, chancelant comme un homme ivre. « Voyez, monsieur! Mais voyez donc !» s'écria-t-il avec un sanglot déchirant. « Ma mère se meurt !»« C'est vous qui l'avez tuée, » répondit froidement la Sendero. Raphaël se retourna comme si un serpent l'avait piqué. Il lança à son père un regard d'une expression étrange, et les dents serrées, le front livide, il lui dit « Tuez-moi, monsieur, car je vous jure que de même que vous avez été sans pitié pour ma mère et pour moi, si je vis, je serai plus tard sans pitié pour vous. » Don Ramon lui jeta un regard de mépris. « Marchons, dit-il. « Marchons, répéta l'enfant d'une voix ferme. Doña Resucita, qui commençait à revenir à la vie, s'aperçut comme dans un rêve du départ de son fils. « Raphaël! Raphaël !» cria-t-elle d'une voix déchirante. Le jeune homme hésita une seconde, puis d'un bond, il se précipita sur elle, l'embrassa avec une tendresse folle et rejoignit son père. « Maintenant je puis mourir, fit-il. J'ai dit adieu à ma mère. » Ils sortirent. Les assistants, atterrés par cette scène, se séparèrent sans oser se communiquer leurs impressions, mais livrés à une profonde douleur. Sous les caresses de son fils, la pauvre mère avait de nouveau perdu connaissance. Chapitre 4. La mère. 2 chevaux tenus en bride par No Eusebio attendaient à la porte de l'hacienda. « Accompagnerai-je votre seigneurie » demanda le majordome. « Non » répondit sèchement l'hacendero. Il se mit en selle, plaça son fils en travers devant lui. « Rentrez ce second cheval, dit-il. Je n'en ai pas besoin. » Et, enfonçant les éperons dans les flancs de sa monture qui hennit de douleur, il partit à fond de train. Le major rentra dans la ferme en secouant tristement la tête. Dès que l'hacienda eut disparu derrière un pli de terrain, Don Ramon s'arrêta, sortit un mouchoir de soie de sa poitrine, banda les yeux de son fils sans lui adresser une parole et repartit. Cette course dura longtemps dans le désert. Elle avait quelque chose de lugubre qui faisait froid à l'âme. Ce cavalier vêtu de noir, glissant silencieusement dans les sables, emportant à l'arçon de sa selle un enfant garrotté, dont les tressaillements nerveux et les soubresauts révélaient seuls l'existence, avait un aspect fatal et étrange, qui aurait imprimé la terreur à l'homme le plus brave. Bien des heures se passèrent sans qu'un mot fût échangé entre le père et le fils. Le soleil commençait à baisser à l'horizon, quelques étoiles apparaissaient déjà dans le bleu sombre du ciel, le cheval courait toujours. Le désert prenait d'instant en instant une apparence plus triste et plus sauvage. Toute trace de végétation avait disparu. Seulement, çà et là, des monceaux d'ossements blanchis par le temps marbraient le sable de taches livides. Les oiseaux de proie tournaient lentement au-dessus du cavalier en poussant des cris rauques, et dans les profondeurs mystérieuses des chaparrals, les bêtes fauves, aux approches du soir, préludaient par de sourds rugissements à leur lugubre concert. Dans ces régions, le crépuscule n'existe pas. Dès que le soleil a disparu, la nuit est complète. Don Ramon galopait toujours. Son fils ne lui avait pas adressé une prière, n'avait pas poussé une plainte. Enfin, vers 8 heures du soir, le cavalier s'arrêta. Cette course fiévreuse durait depuis 10 heures.
Le cheval râlait sourdement et trébuchait à chaque pas. Don Ramon jeta un regard autour de lui. Un sourire de satisfaction plissa ses lèvres. De tous les côtés, le désert déroulait ses immenses plaines de sable. D'un seul, les premiers plans d'une forêt vierge découpaient à l'horizon leurs silhouettes bizarres qui tranchaient d'une façon sinistre sur l'ensemble du paysage. Don Ramon mit pied à terre, posa son fils sur le sable, ôta la bride de son cheval afin qu'il pût manger la provende qu'il lui donna. Puis, lorsqu'il se fut acquitté avec le plus grand sang-froid de ses divers devoirs, il s'approcha de son fils et lui enleva le bandeau qui couvrait ses yeux. L'enfant resta immobile, fixant sur son père un regard terne et froid. « Monsieur, » lui dit Don Ramon, d'une voix sèche et brève, « vous êtes ici à plus de 20 lieues de mon hacienda, dans laquelle vous ne devez plus mettre les pieds sous peine de mort. À compter de ce moment, vous êtes seul. Vous n'avez plus ni père, ni mère, ni famille. Puisque vous êtes une bête fauve, je vous condamne à vivre avec les bêtes fauves. Ma résolution est irrévocable. Vos prières ne pourraient la changer. Épargnez-les-moi donc. »« Je ne vous prie pas, » répondit l'enfant d'une voix sourde. « On ne prie pas le bourreau. » Don Ramon tressaillit. Il fit quelques pas de long en large avec une agitation fébrile. Mais se remettant presque aussitôt, il continua. « Voici, dans ce sac, des vivres pour 2 jours. Je vous laisse cette carabine rayée qui, dans ma main, n'a jamais manqué le but. Je vous donne aussi ces pistolets, ce machette, ce couteau, cette hache, de la poudre et des balles dans des cornes de buffalo. Vous trouverez dans le sac aux provisions un briquet et tout ce qu'il faut pour faire du feu. J'y ai joint une Bible appartenant à votre mère. Vous êtes mort pour la société dans laquelle vous ne devez plus rentrer. Le désert est devant vous, il vous appartient. Pour moi, je n'ai plus de fils. Adieu. Le Seigneur vous fasse miséricorde, tout est fini entre nous sur la terre. Vous restez seul et sans famille, à vous maintenant à commencer une seconde existence et à pourvoir vos besoins. La Providence n'abandonne jamais ceux qui placent leur confiance en elle. Seule désormais, elle veillera sur vous. » Après avoir prononcé ces mots, Don Ramon, le visage impassible, remit la bride à son cheval, rendit à son fils la liberté, en tranchant d'un coup les liens qui l'attachaient, et en se mettant en selle, il partit avec rapidité. Raphaël se releva sur les genoux, pencha la tête en avant, écouta avec anxiété le galop précipité du cheval sur le sable, suivit des yeux aussi longtemps qu'il put la distinguer, la fatale silhouette qui se détachait en noir aux rayons de la lune. Puis, lorsque le cavalier se fut enfin confondu avec les ténèbres, l'enfant porta la main à sa poitrine, une expression de désespoir impossible à rendre crispa ses traits. « Ma mère! Ma mère !» s'écria-t-il. Et il tomba à la renverse sur le sable. Il était évanoui. Après un temps de galop assez long, Don Ramon ralentit insensiblement et comme malgré lui, l'allure de son cheval, prêtant l'oreille au bruit vague du désert, écoutant avec anxiété, sans se rendre bien compte lui-même des raisons qui le faisaient agir, mais attendant peut-être un appel de son malheureux fils pour retourner auprès de lui. 2 fois même, sa main serra machinalement la bride, comme s'il obéissait à une voix secrète qui lui commandait de revenir sur ses pas. Mais toujours, l'orgueil féroce de sa race fut le plus fort, et il continua à marcher en avant. Le soleil se levait au moment où Don Ramon arrivait à l'hacienda. 2 personnes debout, de chaque côté de la porte, attendaient son retour. L'une était Doña Resucita, l'autre, le majordome. À l'aspect de sa femme, pâle et muette, qui se tenait devant lui comme la statue de la désolation, l'hacendero sentit une tristesse indicible lui serrer le cœur. Il voulut passer. Doña Resucita fit 2 pas, et saisissant la bride du cheval. « Don Ramon, lui dit-elle avec angoisse, qu'avez-vous fait de mon fils ?» L'hacendero ne répondit pas. En voyant la douleur de sa femme, un remords lui tordit le cœur dans la poitrine. Il se demanda mentalement s'il avait réellement le droit d'agir comme il l'avait fait. Doña Resucita attendait vainement une réponse. Don Ramon regardait sa femme. Il avait peur en apercevant les sillons indélébiles que le chagrin avait creusés sur ce visage si calme, si tranquille, quelques heures à peine auparavant. La noble femme était livide. Ses traits tirés avaient une rigidité inouïe. Ses yeux brûlés de fièvre étaient rouges et secs.
2 lignes noires et profondes les rendaient caves et hagards. Une large tache marbrait ses joues, trace de larmes dont la source était tarie. Elle ne pouvait plus pleurer. Sa voix était rauque et saccadée. Sa poitrine oppressée se soulevait douloureusement pour laisser échapper une respiration haletante. Après avoir attendu pendant quelques secondes une réponse à sa demande, « Don Ramon, reprit-elle, qu'avez-vous fait de mon fils ?» La sendero détourna la tête avec embarras. « Oh, vous l'avez tué !» fit-elle avec un cri déchirant. « Non !» répondit-il, effrayé de cette douleur, et pour la première fois de sa vie forcé de reconnaître le pouvoir de la mère qui demande compte de son enfant. « Qu'en avez-vous fait ?» reprit-elle en insistant. « Plus tard, dit-il, quand vous serez calme, vous saurez tout. »« Je suis calme, répondit-elle. Pourquoi feindre une pitié que vous n'éprouvez pas? Mon fils est mort, et c'est vous qui l'avez tué. » Don Ramon descendit de cheval. « Ressuscita, dit-il à sa femme, en lui prenant les mains et la regardant avec tendresse. Je vous jure, par ce qu'il y a de plus sacré au monde, que votre fils existe. Je n'ai pas touché un cheveu de sa tête. » La pauvre mère resta pensive pendant quelques secondes. « Je vous crois, dit-elle après un instant. Qu'est-il devenu ? » Eh bien, reprit-il avec hésitation, puisque vous voulez tout savoir, apprenez que si j'ai abandonné votre fils dans le désert, c'est en lui laissant les moyens de pourvoir à sa sûreté et à ses besoins. Doña Resucita tressaillit. Un frisson nerveux parcourut tout son corps. « Vous avez été clément ?» dit-elle d'une voix incisive et avec une ironie amère. « Vous avez été clément envers un enfant de 16 ans, Don Ramon. Il vous répugnait de tremper vos mains dans son sang. Vous avez préféré laisser cette tache aux bêtes fauves et aux féroces Indiens, qui seuls peuplent ces solitudes. » « Il était coupable, » répondit la sendero d'une voix basse mais ferme. « Un enfant n'est jamais coupable pour celle qu'il a portée dans son sein et nourrie de son lait, » fit-elle avec énergie. « Très bien, Don Ramon, vous avez condamné votre fils. Moi, je le sauverai. »« Que voulez-vous faire ?» dit la sendero, effrayée de la résolution qu'il vit briller dans l'œil de sa femme. « Que vous importe, Don Ramon, j'accomplirai mon devoir comme vous avez cru devoir accomplir le vôtre. Dieu jugera entre nous. Tremblez, qu'il ne vous demande compte un jour du sang de votre fils. » Don Ramon courba la tête sous cet anathème. Le front pâle et l'âme remplie de remords cuisants, il rentra lentement dans l'hacienda. Doña Resucita le suivit un instant des yeux. « Oh » s'écria-t-elle, « mon Dieu, faites que j'arrive à temps. » Alors elle sortit, suivie de No Eusebio. 2 chevaux les attendaient, cachés derrière un bosquet d'arbres. Ils se mirent en selle. « Où allons-nous, señora ?» demanda le majordome. « À la recherche de mon fils !» répondit-elle d'une voix éclatante. Elle semblait transfigurée par l'espérance. Un vif incarnat colorait ses joues. Ses yeux noirs lançaient des éclairs. No Eusebio détacha 4 magnifiques limiers, nommés rastreros dans le pays, et qui servent à suivre les pistes. Il leur fit sentir une chemise appartenant à Raphaël. Les limiers s'élancèrent sur la voie en poussant de grands cris. No Eusebio et Doña Resucita bondirent à leur suite en échangeant un regard d'espoir suprême. Les chiens n'eurent pas de peine à suivre la piste. Elle était droite, et sans hésitation aucune. Aussi ne s'arrêtèrent-ils pas un instant. Lorsque Doña Resucita arriva à l'endroit où Raphaël avait été abandonné par son père, la place était vide. L'enfant avait disparu. Les traces de son séjour étaient visibles. Un feu achevait de mourir. Tout indiquait que Raphaël n'avait quitté cette place que depuis 1 heure à peine. « Que faire ?» demanda No Eusebio avec anxiété. « Pousser en avant !» répondit résolument Doña Resucita, en enfonçant les éperons dans le ventre de son cheval, qui poussa un hennissement de fureur et reprit sa course frénétique. No Eusebio la suivit. Le soir de ce même jour, la plus grande consternation régnait à l'hacienda del Milagro. Doña Resucita et No Eusebio n'étaient pas rentrés. Don Ramon fit monter tout le monde à cheval.
Armés de torches, les péons et les vaqueros commencèrent une immense battue à la recherche de leur maîtresse et du majordome. La nuit entière s'écoula sans amener aucun résultat satisfaisant. Au point du jour, le cheval de Doña Resucita fut retrouvé à demi dévoré dans le désert. Ses harnais manquaient. Le terrain environnant le cadavre du cheval semblait avoir été le théâtre d'une lutte acharnée. Don Ramon, désespéré, donna l'ordre du retour. « Mon Dieu !» s'écria-t-il, en rentrant dans l'hacienda. « Est-ce déjà mon châtiment qui commence ?» Des semaines, des mois, des années s'écoulèrent sans que rien vînt lever un coin du voile mystérieux qui enveloppait ces sinistres événements. Et malgré les plus actives recherches, on n'eut plus rien apprendre sur le sort de Raphaël, de sa mère et de No Eusebio. Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau vlog lecture sur les trappeurs de l'Arkansas de Gustave Aimard. Alors comme je vous l'ai dit, je vais pas parler trop de la vie de Gustave Aimard parce que il a une page Wikipédia qui est très longue et qu'on commence tout juste à rencontrer en fait cette plume et ce nouveau roman. Donc là, les 4 chapitres, c'était bien uniquement le prologue. Ensuite, c'est juste pour vous dire vite fait comment c'est découpé. Il y a une première partie qui doit faire à peu près 2/3. Voilà, on est à peu près sur 2/3, 1/3 entre la première et la deuxième partie. À la louche, hein. Et si j'ai bien calculé, en tout, avec ce vlog lecture compris, on est sur 10 semaines. 9 ou 10 semaines. À voir. En gros, ça va être des vidéos qui vont faire à peu près 1h15. 1 heure de lecture et un petit quart d'heure de débrief derrière. Je sais pas s'il y avait une date, mais je crois qu'on est fin 19e. Non, on doit être en plein milieu du 19e siècle et on doit être, si c'est les haciendas, tout ça, on est au Mexique, hein, pour moi. Ou alors on est vraiment à la frontière du Mexique. Je sais pas si les frontières étaient pas si fixes que ça à l'époque. J'avais cru lire en plus, à prendre avec des pincettes parce que j'ai pas vérifié. J'avais cru lire en plus que comment dire, c'était un peu à l'époque de la conquête de l'Ouest, sauf que il me semble bien que Gustave Aimard, il était au tout début. Et j'aimerais bien justement aller peut-être un petit peu creuser comment ça s'est passé la colonisation déjà par, on va dire, par les anglo-saxons, etc., de l'Amérique, du Canada, les Français, les Hollandais, les Espagnols, tout ça. C'était un beau merdier. Les Portugais aussi. Là, du coup, si on est plus au Mexique, c'est plus sur les Espagnols. Ils parlaient de Cortés, etc. Mais je creuserai ça un petit peu au fur et à mesure de la lecture pour voir un petit peu qui c'est qu'on a comme force en présence. Et là, a priori, on a plutôt des descendants d'Aztèques, donc la maman de Raphaël, qui est pas une pure indienne, mais qui est métissée. Et le père, c'est un aristocrate galicien, ils ont dit catalan, castillan, j'ai du mal. Castillan, la Castille. Ça fait peut-être par contre un moment qu'il est au Mexique, mais c'est un aristocrate castillan. Et je trouve ça assez intéressant. Ça me fait penser à... J'avais commencé un petit peu à regarder un livre qui a été adapté en série télé sur Netflix, en réalisme magique. Je crois que ça se passait par là-bas. Oh, il est hyper connu, c'est un gros pavé. 100 ans de solitude. C'est Gabriel Garcia Marquez, si je me trompe pas. Ouais, c'est de Gabriel Garcia Marquez et la série télé. Je vais regarder sur... Je vous conseille Beta Série si vous voulez vous mettre à jour et avoir un calendrier sur les séries télé et les films. C'est surtout intéressant pour les séries télé parce que ça va vous prévenir quand la série que vous suivez sort, parce qu'on n'est pas forcément au jus de tout ce qui sort. Alors ça dit que c'est une série en cours, il y a une saison pour le moment qui fait 8 épisodes, et j'avais commencé à le regarder, et il y a le côté vraiment réalisme magique qui était vachement intéressant.
Euh, Par exemple, en fait, au tout début, il y a une espèce de duel qui se fait entre le héros et son meilleur ami qu'il a insulté. Donc le héros tue son meilleur ami et il va être obligé de quitter le village où ils habitaient parce que son meilleur ami le suit partout. Le fantôme de son meilleur ami est visible tout le temps et les regarde d'un air triste et tout ça. Et je trouvais ça pas... Il y a un côté un peu bizarre, mais bizarre magique. C'est assez particulier. Alors, c'est pas du tout le cas, je trouve, dans Les Trappeurs de l'Arkansas. Donc, on peut présumer qu'ils vont remonter dans l'Arkansas, donc plutôt aux États-Unis. On peut présumer qu'il y aura des Indiens. Ils ont parlé de Comanches, ils ont parlé d'Apaches, ils ont parlé des Indiens des plaines. Donc, je pense vraiment que c'est plutôt au sud des États-Unis, là. Ils vont remonter, quoi, certainement. Euh, C'était assez intéressant parce que, alors, à un moment, je me suis demandé si il n'y avait pas une histoire un petit peu bizarre du genre, c'était pas le gamin qui avait tué le vaquero. Parce que si c'est une histoire de jeu de cartes, que le gosse il a perdu, qu'il a foutu le feu à la maison, que les gens ont voulu le punir, qu'il a buté le vaquero pour pas se faire choper et qu'il rentre chez lui, excusez-moi, mais il est un peu con quoi. Bon, faut bien un début pour l'histoire, mais clairement c'est un peu n'importe quoi. Enfin, on fout pas le feu à une baraque parce qu'on a perdu aux cartes et on tue pas quelqu'un qui veut t'arrêter parce que t'as foutu le feu à une maison parce que t'as perdu aux cartes. Surtout quand t'es le fils de l'aristo du coin. Parce que c'est pas le fils d'un vaquero. Donc les vaqueros, c'est les vachers, les peones, c'est les paysans. J'espère que j'ai pas trop écorché l'espagnol, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, mais je pense que j'ai un meilleur accent en espagnol qu'en allemand, que je pratique pas du tout. Mais y a sûrement des prononciations à la mexicaine qui sont pas tout à fait les mêmes que celles que j'ai apprises au niveau de l'espagnol. Parce que crois qu'on était plutôt sur de l'espagnol catalan, si je me plante pas. Je sais plus. Enfin, avec la jota et tout ça. Mais du coup, ça se dit pas forcément de la même chose, de la même manière. Et je pense qu'il y a il y a des mots où j'ai dû me planter. Alors déjà, no Eusebio, j'avais du mal à le prononcer. Et je pense que c'est Eusebio. Eusebio, j'arrive pas à le dire. Mais c'est un no avec un accent circonflexe. Donc je pense que... l'e-book déjà, parfois il y avait des noms en espagnol qui étaient mis en italique, mais qui étaient collés au mot suivant. Donc il fallait que je réussisse à trouver où commençait et où finissait le mot en espagnol et où commençait le mot en français. Donc c'est un peu chiantos. Bon, c'est pas bien grave. Mais je trouve ça intéressant. On est vraiment dans un peu un imaginaire western. Enfin, quasiment à imaginer les gars avec les grands sombreros, les ceintures avec plein de balles et compagnie, et les grandes moustaches, un petit peu ça, quoi. Donc, je trouve que c'est intéressant. Après, je pense qu'on est vraiment dans un roman purement divertissant. Donc, je pense qu'il y aura beaucoup de rebondissements et des trucs comme ça. Je trouve qu'il dit beaucoup les choses. J'ai pas été particulièrement en empathie avec qui que ce soit. Pas, enfin, c'est peut-être trop tôt, je sais pas, mais j'ai pas été. Enfin, je pense que c'était pas non plus ce qu'il cherchait. Il y avait des choses un petit peu. Bon, ça, je me doutais qu'il y aurait des trucs un peu sexistes, comme forcément le cœur de la maman. Enfin, je pense que cette maman-là, si on la revoit, elle va être réduite à son rôle de maman. Par contre, elle a lâché tous ses gosses, quoi. Donc alors déjà, je pensais que le père allait tuer son fils. Mais en même temps, comme il a donné un gros pot de vin au juge, il aurait pu séquestrer en fait son gamin. Mais vous allez voir quand on va lire un peu du Mérimée. Il y en a quelques-uns Matteo Falconet par exemple, j'ai dit non, pas lui. Ça finit comme ça. Matteo Falconet, je voulais pas le lire. Je le lirai pas celui-là. Parce que ça m'a trop. Enfin, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé. J'ai pas envie de lire d'infanticide. Et bref, il est rigide comme pas possible, le père.
Mais je pense en fait qu'il s'il avait confié son fils au juge, fort possible qu'il ait été pendu ou exécuté, le gamin, ou emprisonné. Mais du coup, ça tâche enfin, ça porte le déshonneur sur la famille. Donc c'est pas que je comprends le père, mais bon, c'est les règles par lesquelles il vit aussi. Je comprends aussi que la mère ait voulu le protéger, mais du coup, bah, la mère, en partant, et en étant probablement enlevés, les trois là, parce que ils sont pas partis à trois sur un cheval, hein. Un cheval va jamais tenir avec trois personnes sur lui. Enfin, il y a plus de 200 kilos là, c'est pas possible. Et par contre, c'est bizarre qu'ils aient pris le harnais. Moi, je pense qu'il y a... Ils se sont fait enlever. Ils se sont fait enlever. Mais c'est assez mystérieux la fin, du coup. Mais je pense... Je me souviens plus du résumé, honnêtement. Mais je pense qu'on va vraiment suivre ce gamin-là. Peut-être même pas, en fait, ou alors on va suivre la mère et le majordome. Je sais pas du tout. Parce que peut-être qu'ils se sont pas trouvés du tout, hein. Même s'ils étaient proches, comme le gamin était parti à pied et qu'il avait l'air d'avoir une heure d'avance parce que le feu était encore tiède, peut-être qu'ils ont été ramassés par les mêmes personnes ou peut-être que bah pas du tout. Donc je sais pas du tout ce que ça peut amener. Alors par contre, je pense qu'on va vraiment être sur des... Ça me fait penser aussi quelque part, je vous dis vite fait, au vieux qui lisait des romans d'amour. C'est un livre de Sepulveda, je sais plus son prénom. C'est un petit bouquin qui est vraiment très court, genre 150, 200 pages, 250 à tout casser, qui est en poche, où il y a une maman jaguar qui est devenue folle de douleur parce qu'on a buté ses bébés, qui s'amuse à croquer tous les gens qui traînent dans le coin. Donc, et on est sur un peu la lie de l'humanité. Il y a les chercheurs d'or, il y a les Indiens, des gens qui sont échoués plus ou moins sur ça doit être un affluent de l'Amazone par là-bas. Et quand je dis la lie de l'humanité, c'est vraiment que c'est des gens qui survivent dans un milieu qui est très hostile et qui a le côté un petit peu magique. Et puis, bah, justement, le vieux qui lit des romans d'amour, il, en fait, il s'abreuve de vieux harlequins parce que ça l'occupe et puis que il y a une espèce de poésie tout en ayant une vie qui est absolument rude et hostile, quoi. C'est assez fascinant. Je pense qu'on peut être un peu là-dedans. J'avais lu sur un petit, comment dire, un petit avis de lecteur que l'écriture était pas ouf. Je suis pas forcément d'accord. Je trouve qu'il y a pas mal de vocabulaire. Il y a des phrases qui sont longues par contre, mais il y a quand même du vocabulaire. Après, je trouve que des fois, il y a des tournures de phrases qui cafouillent un peu. Mais est-ce qu'en fait, l'auteur, il a appris tard à lire parce que il s'est barré très très vite en fait de sa famille. Donc, je crois qu'il a appris assez tard à lire. Et que c'est quelqu'un qui, même si c'était son métier de vendre des bouquins et compagnie, qui n'avait pas un bagage culturel énorme. Et c'est pour ça que je le trouve très intéressant. On en parlera dans la prochaine vidéo. Elle sera un petit peu plus courte que celle-là, donc j'aurai un peu plus de temps, donc je vous préparerai des trucs par rapport à ça. Mais c'est un gars qui, fort potentiellement, qui va écrire sur des choses qu'il a connues, qu'il a vécues. Parce que bah, ce qui a été dit en préface, là, qu'il a vécu avec des Indiens, qu'il a été enlevé, qu'il était sur les poteaux de torture, de je sais pas quoi. Il a épousé une femme comanche, il me semble. Mais il a pas mal vadrouillé, il a été dans les trucs de révolutionnaires au Mexique. Apparemment, le Mexique, c'était un pays en ce temps-là qui faisait une révolution tous les 15 ans, un truc comme ça. Je suis en train d'affirmer des choses dont je suis pas sûre du tout, moi. Mais bref, j'ai envie de voir un peu ce que ça va donner, puis ça va changer un petit peu des romans sociaux de Charlotte Brontë, qui est roman un peu social, mais pas trop quand même, plus romance, avec un peu de social. mais voilà. Donc j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire si vous avez des petites théories sur la suite, parce que moi et ma mémoire de poisson rouge, ça fait que je sais plus du tout de quoi cause ce bouquin, sauf qu'à un moment on va se retrouver avec des trappeurs en Arkansas, donc en pleine cambrousse, j'imagine. Peut-être des forêts en Arkansas. Je me demande si c'est pas ceux
qui font du commerce de peau, les trappeurs. J'ai un doute. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je sais pas ce que je fais encore comme vidéo mercredi parce que je tourne très en avance. Et à samedi prochain pour la suite des contes japonais sinon, et passez un très bon dimanche. Salut!